Bonjour, je suis Marc-Josée Richer. Bienvenue à l'émission L'impact de l'exportation Balado. Aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, la technologie est maintenant partout, dans tous les aspects de notre vie, et il est presque impossible d'imaginer à quel point tout serait différent sans elle. Mais la technologie, on le sait, c'est pas de la magie. C'est le fruit de la créativité, de l'ingéniosité et d'un travail acharné. Mais la technologie, on le sait, c'est pas de la magie, c'est le fruit de la créativité, de l'ingéniosité et d'un travail acharné. Et derrière chaque élément technologique se cache une histoire. Une histoire qui raconte comment quelqu'un a conçu cette technologie, mais l'a rendue plus accessible, plus intuitive et plus facile à utiliser. Cette personne pourrait bien être E2IP Technologies. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. E2IP est une entreprise canadienne qui travaille avec certaines des plus grandes entreprises du monde pour créer des interfaces homme-machine. Intéressant. Ces interfaces façonnent littéralement la manière dont nous contrôlons, expérimentons et interagissons avec la technologie qui nous entoure à tous les jours. Éric est un leader de la croissance et du développement. Il sait comment développer une entreprise, construire une culture et obtenir des résultats. Ça, c'est ce qu'on aime. Il va nous donner son point de vue unique sur les interactions entre les humains et les machines, ainsi que sur les défis et les opportunités auxquels il a été confronté en exportant. Il pourrait même nous donner un petit aperçu de ce qui nous attend dans notre monde dominé par la technologie. Donc, je pense que la conversation va être vraiment très intéressante. Bonjour Éric, bienvenue dans le balado. Bonjour, merci. Commençons un peu par parler de qu'est-ce que vous faites E2IP et sincèrement, ce nom-là a piqué ma curiosité. Qu'est-ce que ça veut dire E2IP? Je vais commencer par ce qu'on fait. Depuis plusieurs décennies, on est un leader mondial du design, de la conception et de l'ingénierie des systèmes d'interface entre l'être humain et différents équipements, différents systèmes électroniques. En fait, on est très peu connu du grand public, mais vous nous touchez à tous les jours. Quand vous êtes dans une chambre d'hôpital, nous sommes le système de contrôle du lit Stryker. On est l'interface de contrôle de la pompe à infusion Baxter qui vous livre des médicaments. Si vous êtes diabétique, la pompe à insuline qui régularise le niveau de sucre dans le sang, on fait l'interface pour cette pompe-là. On est l'interface des ventilateurs et respirateurs Philips Respironics qu'on a souvent vu pendant la pandémie. Au niveau aviation, aérospatiale, tout ce que vous touchez dans un avion pour contrôler quoi que ce soit, c'est ce qu'on fait. Les contrôles pour contrôler le ciel de classe affaires, l'interface de contrôle pour le système de divertissement, les boutons pour allumer les lumières, appeler le personnel, les systèmes de contrôle dans le galley où on a les réfrigérateurs, les fours, et oui, le bouton pour la chasse de toilette. À peu près tout ce que l'être humain peut toucher à l'intérieur d'un avion commercial, passager, c'est ce qu'on fait. Un autre gros vertical pour nous aussi, c'est l'industriel. Quand vous allez à une station de service Shell, tout ce que vous voyez sur la pompe à essence, c'est nous. Les boutons pour sélectionner le grade, toute l'interface alentour de l'écran, le système de traitement de la carte de crédit, tout ce qu'on touche et tout avec lequel on interagit en tant qu'être humain sur cette pompe-là, ça vient de nous. Et aussi en transport, on est l'interface de contrôle du train monorail, Bombardier, Alstom. Donc, médical, industriel, aérospatial et transport. Et maintenant, très bientôt, le marché automobile et des appareils électroménagers. Ces technologies-là existent depuis des décennies et des décennies. Puis nous, on travaille avec les leaders de ces marchés-là à travers le monde en utilisant ces technologies traditionnelles-là. Mais E2IP représente l'invention et l'intégration de l'innovation technologique à l'intérieur de cette industrie-là. Donc, le passé, ce sont tous ces boutons, toutes ces façons de faire standards qu'on connaît pour contrôler un objet. Le futur est très différent. Et E2IP prend sa naissance dans cette innovation technologique-là. Le E
et le I et le P ont tous leur signification. Donc, à la base de ce qu'on fait, il y a la chimie et l'impression. Donc, au lieu d'assembler des circuits électroniques, on imprime des circuits électroniques. Donc, l'électronique imprimable, le E et le I. On a un portefeuille de brevets internationaux en sciences de la matière et en procédés de fabrication avancés qu'on a développé avec le Centre national de recherche canadien, le CNRC, et qu'on co-détient avec eux. Et ces brevets-là, ce sont notre propriété intellectuelle, donc le P et le I. Une des premières inventions qu'on a créées il y a 7 ans, parce que ça fait 7 ans qu'on développe ces technologies-là, et on est maintenant justement à la première année de commercialisation, donc ça a été 7 ans de développement avant d'arriver au marché. C'est notre encre moléculaire. C'est une substance qu'on peut déposer et qui devient une trace conductrice, qu'on appelle ça de l'encre, parce qu'on utilise des imprimantes pour tracer les circuits. Donc, c'est de l'encre parce que ça va dans une imprimante. Donc, l'encre moléculaire, on parle de la molécule, donc le concept H2O, qui est la molécule d'eau, donc E2IP. Mais le I, c'est aussi l'innovation, puis tout ça, ça se dit en anglais, Printed Electronics, Intellectual Property, etc., etc. Donc, dans le fond, le commun des mortels, en tout cas au Canada du moins, on côtoie vos produits à tous les jours, là. À chaque fois qu'on va à la station d'essence ou qu'on prend l'avion, vous êtes vraiment là, derrière. En fait, vous êtes la face cachée. Mais votre entreprise est très B2B, là, si je comprends. Vous n'êtes pas une entreprise de consommation, là. Vous êtes vraiment dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Exactement. Des plus grandes entreprises du monde qui ont les défis les plus complexes en termes de concevoir et intégrer des interfaces dans leurs produits. On n'est pas une compagnie qui sera connue du grand public dans notre valorisation ou notre mission. Et cependant, c'est une bonne question aussi parce que dans tout ce qui est le domaine possible de clients B2B, on est vraiment très spécialisé dans un modèle B2B2C. C'est-à-dire que nos clients conçoivent leurs produits en interaction avec le grand public et nous participons à cet effort de design industriel-là et à l'ingénierie pour rencontrer les besoins du grand public. Mais toujours à travers le produit et intégré dans le produit de nos clients. Donc, votre expertise se situe vraiment au niveau de l'invention de ces technologies-là et de l'intégration pour les rendre, je dirais, usuelles pour un consommateur final. Exactement. Donc, qu'est-ce que E2IP fait pour ses clients puis ses consommateurs qui vous rend vraiment unique? Est-ce qu'il y a d'autres entreprises comme ça dans le monde? Par définition, la valeur des brevets est directement liée au concept d'invention. Puis, quoi qu'on ne sait jamais la valeur de brevet jusqu'à temps que le client nous dise sa valeur. Donc, cette phase de commercialisation dans laquelle on est en train qu'on déploie mondialement confirme et valide la valeur. Donc, ça prend beaucoup de foi en sa vision pendant des années de développement, de recherche industrielle pour se rendre. Mais le portefeuille de brevets qu'on a, les méthodes, les matières, les savoir-faire qui sont brevetés sont uniques. Donc, dans le fond, ça fait 7 ans que vous développez ces interfaces-là, puis ça fait quoi, quelques mois que vous êtes dans la commercialisation? Bien, ça fait 30 ans et plus qu'on conçoit, tant au niveau du design industriel et de l'ingénierie, et qu'on fabrique les sous-assemblages complets d'interfaces homme-machine pour tous ces géants mondiaux. Mais les nouvelles technologies qui, au lieu d'être des composantes qu'on ajoute au système, sont des circuits imprimés qui sont intégrés dans la surface structurelle de l'objet. Ces nouvelles technologies-là sont le fruit d'un effort de développement de 7 ans avec le Centre national de recherche canadien. Et c'est ces nouvelles technologies-là qu'on commence à déployer à travers le monde. Donc, la partie traditionnelle de l'entreprise, c'est 400 employés, des usines à Montréal, des usines au Maroc. C'est une activité d'ingénierie et de fabrication de fine pointe.
Et à côté de ça, il y a tout un programme d'R&D, d'innovation, de création de valeur par la technologie. Et l'évolution de la compagnie va être de essentiellement remplacer ses propres produits aujourd'hui, ses propres compétences aujourd'hui par une nouvelle génération d'interfaces qui réduisent l'empreinte écologique des produits de nos clients, qui réduisent le coût, qui augmentent la fiabilité et qui permettent de déployer des interfaces sur machine beaucoup plus intuitives, beaucoup plus simples et beaucoup plus durables, tout en réduisant l'empreinte écologique des produits de nos clients. Donne-moi peut-être un exemple justement de réduction de l'empreinte écologique là, grâce à votre interface. Disons, on s'assoit dans une automobile et de la main gauche, sur le panneau de la porte, on a les boutons pour contrôler le siège. Sur l'accoudoir dans la porte, on a les boutons pour monter et descendre les vitres, barrer les portes. Fait qu'on imagine maintenant la porte, mais la matière qui fait l'intérieur de la porte, la structure de l'intérieur de la porte, elle est inévitable. Elle est nécessaire, elle ne peut pas être évitée. Mais traditionnellement, elle n'est pas réutilisée. Ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute des pièces, on ajoute de l'énergie, on ajoute du temps, du travail, du coût et de la matière en mettant tous ces boutons, tous ces appareils-là pour contrôler le siège, faire descendre le vitre, etc. Nos nouvelles technologies permettent d'éliminer tous ces boutons-là. On imprime le circuit fonctionnel, on imprime les circuits lumineux, on imprime l'électronique sur une feuille flexible. Cette feuille-là est formée à la forme finale de la porte. Et quand le processus de thermoformage, d'injection plastique ou de thermoformage automatisé est enclenché pour créer l'intérieur de la porte, le circuit est automatiquement intégré dans l'intérieur, dans la matière de la porte. Donc maintenant, on s'assoit dans l'auto. C'est ça la réduction de l'empreinte écologique, c'est vraiment moins de matériaux, moins de ressources pour créer ce système-là finalement. Moins de matériaux, moins de composantes, moins d'énergie, moins de main-d'œuvre. Et le résultat, c'est qu'on s'assoit dans l'auto, on ferme la porte, quand on approche la main du panneau de porte, à travers la matière s'illuminent les icônes de contrôle du siège, des fenêtres, etc. Et on les utilise comme on utiliserait des fonctions sur notre téléphone intelligent. C'est pour ça qu'on appelle ça Smart Structural Surfaces. Et une fois qu'on a fini d'interagir avec la surface, notre main, on revient vers le volant et tout ça, ça disparaît. Donc, on crée une interface intuitive, simple, beaucoup plus durable, parce qu'il n'y a pas de boutons qui peuvent briser, tout en réduisant le coût, l'intégration et l'empreinte écologique de notre client, le fabricant de l'intérieur de la porte. C'est vrai pour les blenders, on travaille avec Vitamix et Blendtec. Et c'est vrai pour une machine à café qu'on peut imaginer que je ne mentionnerai pas. C'est vrai pour des équipements médicaux qui aussi, eux, ont le bénéfice d'amener une plus grande résistance aux produits chimiques, tout l'aspect sanitaire, désinfection, parce qu'il n'y a plus de boutons dans lequel le liquide peut s'insérer. À l'intérieur de l'avion, on est en train de redéfinir l'expérience du passager dans l'avion en intégrant ces surfaces-là que vous allez voir dans les prochaines années à l'intérieur de l'accoudoir sur le siège, sur la surface du siège devant vous, dans j'oublie comment on appelle ça en anglais, en français, le bulkhead. Ouais, le panneau du bulkhead, là, où on met les valises. Intégrer des fonctions-là, des fonctions d'éclairage, les soutes à bagages, ouais. D'intégrer des fonctions dans ce panneau-là pour l'éclairage, pour appeler le personnel de bord, etc. Donc, toutes ces surfaces structurelles-là deviennent intelligentes, sont réutilisées et permettent, dans une enveloppe de coûts moins grande, d'augmenter la durabilité, de réduire le poids, de réduire l'espace, de réduire le coût, de réduire l'empreinte écologique. C'est fascinant. J'ai l'impression que l'auto que je conduis aujourd'hui va être complètement différente d'ici 5-6 ans grâce à vous. C'est tellement incroyable ce que l'innovation et son intégration dans la vie quotidienne peut changer. On s'en rend pas compte
notre quotidien, là, c'est vraiment extraordinaire. Tu es le PDG de E2IP, mais je pense que j'ai cru comprendre que tu venais du monde de la vente. Donc, peut-être, parle-moi un peu de cette transition-là, de comment tu es devenu le PDG. Wow, OK. J'ai commencé ma carrière comme vendeur. C'est toujours ma passion. Vendeur de quoi? Je travaillais dans l'industrie de la haute technologie, principalement les logiciels de gestion d'entreprise. OK. On reste en technologie, là. On ne vendait pas des autos. Non, et spécifiquement, j'ai travaillé beaucoup à déployer ces systèmes de gestion de productivité, de gestion d'opération dans des environnements manufacturiers et dans des environnements de chimie. Donc, j'ai eu la chance de visiter plein de planchers de production des plus grandes entreprises du monde. Et j'ai fait ça pendant à peu près les 10-15 premières années de ma carrière. Après ça, j'ai fait un passage en télécommunication sans fil satellitaire. Les premiers balbutiements de ce qui était l'Internet des affaires, des objets et les communications machine à machine. Dans ce contexte-là, j'ai développé des marchés en Amérique du Sud, en Europe, pour une compagnie qui a éventuellement été achetée par Inmarsat, qui est le plus gros réseau de communication satellite au monde. Et ça m'a permis vraiment de développer une nouvelle passion qui était la gestion de produits, la conception de produits, l'arrimage des possibilités technologiques avec les opportunités dans le marché, l'architecture de produits, le marketing de produits. Et je me suis vraiment beaucoup amusé dans cet espace-là. Puis après ça, j'ai fait un dernier bout de chemin où j'ai consciemment développé une expérience en opération et en gestion de groupe opérationnel dans le but d'avoir une plus grande connaissance puis une plus grande fondation pour être PDG. Puis j'ai fait 8 ans chez TouchTunes, qui est le leader mondial du divertissement à l'extérieur de la maison, le plus gros réseau de divertissement à l'extérieur de la maison au monde, 150 000 restaurants, bars et lieux publics à travers le monde. TouchTunes a inventé le concept de choisir de la musique digitale par l'entremise d'un touchscreen. Ça prédate Apple. C'est l'inventeur du jukebox digital. Une compagnie qui a été fondée ici à Montréal et qui est maintenant américaine. Et on a eu toute une croissance et tout un chemin. J'étais le directeur général, le vice-président exécutif opération, chaîne de réapprovisionnement chez TouchTunes avant de venir chez E2IP. Quel parcours, je me questionne quand tu parles de qu'est-ce qui te fascine dans la technologie? Pourquoi tu as œuvré toute ta carrière dans la technologie? En fait, ce qui me fascine, c'est l'innovation, quelle qu'elle soit. Et on retrouve beaucoup d'opportunités d'innovation dans le domaine technologique. C'est vraiment, j'ai une passion pour la technologie, oui, mais ma première passion, c'est vraiment l'innovation. J'ai particulièrement du plaisir et de l'intérêt à comment on peut transformer des besoins essentiels, des opportunités ou des défis en quelque chose de plus valorisant pour tout le monde dans l'écosystème par l'entremise de la technologie. C'est vraiment pour ça qu'on a commencé le développement de E2IP. Et on a commencé par la base industrielle de la compagnie, la base de développement, d'ingénierie et de fabrication des équipements et des technologies traditionnelles. Et on a développé la crédibilité, la reconnaissance et la fiabilité avec ces géants mondiaux-là. Et par la suite, on intègre l'innovation technologique à l'intérieur de ces relations clients-là. Donc, on a géré les relations clients, on a bâti une infrastructure de fabrication de classe mondiale avec le centre de fabrication au Maroc et on est en train de faire un nouveau centre à Montréal de 115 000 pieds carrés ici à Montréal qu'on va ouvrir en 2024. Et en parallèle, on a fait le développement technologique qui a mené à ces nouvelles opportunités-là. Versus toute ma vie, on a commencé par la technologie, puis on essayait d'amener la technologie dans le marché. Ici, on a commencé par le marché et les clients, puis on a introduit la technologie. Et parlons un peu exportation, hein, c'est le sujet fort de ce balado-là. Je pense que vous faites des affaires un peu partout dans le monde. E2IP est vraiment très bien exporté à l'international.
Quelle part de votre activité repose sur l'international? Est-ce que votre marché est plus local ou en majeure partie, vous exportez votre produit? 90 à 95 exportation. Pourquoi? Parce que les marchés sont infiniment plus gros à l'extérieur du Canada qu'au Canada. Donc, on est naturellement appelé par ces marchés-là. Il y a 24 heures dans une journée, puis tu suis beaucoup l'opportunité, puis l'arrimage avec les clients, puis la majorité, les grands donneurs d'ordre dans les marchés dans lesquels on travaille sont des compagnies qui sont installées à l'international. Ça va être appelé à changer un peu avec les nouvelles technologies. Ça va nous permettre de se repositionner avec quelques-uns des grands donneurs d'ordre mondiaux canadiens. Et ça, c'est bien, mais je ne vois pas comment l'entreprise va doubler de revenus dans les 3 prochaines années, puis je ne pense pas que le pourcentage va changer. Là. Même si on double le revenu au Canada, ça va rester 90 à 95 d'exportation. Donc, l'exportation, c'est ce qu'on fait. C'est votre grande opportunité de croissance. C'est notre marché au complet. Là. C'est qui on est. Puis, quelle région géographique vous privilégiez ou semble offrir le plus d'opportunités de croissance pour vous? C'est toujours les États-Unis. C'est vrai pour toutes les compagnies, puis c'est aussi vrai pour nous. Le Canada avait jusqu'à récemment une économie qui était juste un peu moins grosse que celle de la Californie. Maintenant, la Californie a une économie plus grande et une population plus grande que le Canada, et nous, on se compare au Texas, qui est à peu près maintenant le même produit intérieur brut que le Canada et la même population le même produit intérieur brut que le Canada. Donc, évidemment, là, on parle d'un ratio de minimum 10:1 entre le Canada et les États-Unis, mais c'est même beaucoup plus que ça, parce que les sièges sociaux et le design industriel, que ce soit les plus grandes compagnies de design industriel, Schwab, IDEO, sont aux États-Unis et créent l'opportunité pour nous aux États-Unis. En aérospatial, Montréal est la troisième plus grosse grappe industrielle aérospatiale au monde. Évidemment, Seattle est la première, Toulouse est la deuxième, Montréal est la troisième et le Maroc est la quatrième. Donc, c'est très dessiné aussi qu'on soit à Casablanca. On a beaucoup d'activités aérospatiales qui est en Europe. Et l'Europe représente, en termes de pourcentage relatif de notre revenu, la plus grande opportunité de croissance pour les années à venir. Dans quel secteur? Est-ce que justement c'est l'aviation? Est-ce que c'est l'aéronautique? Est-ce que c'est l'industriel, le médical? Aéronautique, médical, en priorité, c'est vraiment les 2 plus grandes opportunités. Mais électroménager et automobile pourraient facilement dépasser ces 2 marchés-là, et même rapidement. Il y a une très, très grande opportunité pour le marché de l'automobile et des électroménagers qui est basé en Europe. Je vous souhaite le succès dans ces marchés-là. Je vois que vous êtes vraiment dans plusieurs pays. 95% de votre revenu d'affaires provient de l'exportation. C'est quoi les secrets qui vous ont permis de vous développer dans un si grand nombre de pays? Parce que, tu sais, quand on se lance dans l'exportation, il y a des exigences au niveau du marché mondial. Il y a évidemment le rythme des changements en technologie, c'est ultra rapide. On dirait que tout accélère au niveau technologique. Comment vous maintenez votre compétitivité? La façon qu'on maintient notre compétitivité et qu'on augmente notre compétitivité est par le biais de l'innovation. Et l'innovation technologique dans la transformation d'une industrie mondiale très bien installée, mais qui a des défis au niveau de sa transformation et de son évolution. C'est l'innovation dans cet espace-là qui est notre avenir, et c'est ce qui nous différencie et c'est ce qui attire les grands donneurs d'ordre à venir vers nous et travailler avec nous pour redessiner comment leur produit est utilisé par nous tous dans notre quotidien, réduire l'empreinte écologique de leurs produits. Maintenant, c'est justement la possibilité que cette innovation-là offre à nos clients qui nous tire vers les marchés internationaux. Et je pense que quand on pense à l'exportation, c'est évidemment beaucoup plus facile de pénétrer un marché quand on est appelé par les joueurs de ce marché-là à venir
ajouter de la valeur à leurs produits. Et c'est comme ça qu'on a développé nos marchés. Maintenant, on arrive à une phase de notre croissance où, pour supporter ces relations-là et pour être un partenaire à valeur ajoutée sur tous les fronts que nos clients nous demandent et exigent qu'on soit actif, la chaîne de réapprovisionnement, la fabrication, les niveaux de certification très élevés pour médical, aérospatial, etc., la qualité, pour être capable de respecter ces besoins-là puis de les livrer, il faut maintenant être présent dans les marchés internationaux. Ça c'est complètement différent. Ça, c'est un défi d'exportation considérable. C'est pour ça qu'on a une usine à Casablanca. C'est pour ça qu'on va avoir, on va ouvrir des bureaux, des capacités de production dans des marchés comme l'Europe, potentiellement aussi l'Inde. Et puis ça, c'est tout un autre niveau par rapport à l'exportation, là. Ça, c'est de longue haleine. C'est très exigeant. Puis ça demande des investissements importants avant que le revenu soit disponible. Tout à fait. Est-ce que, justement, quand vous rencontrez vos clients, est-ce qu'eux cherchent à réduire leur empreinte écologique? Est-ce que c'est un argument de vente pour vous? Ou vous arrivez comme cette solution-là, puis est-ce que c'est quelque chose que vous mettez de l'avant puis qui ajoute de la valeur pour vos clients? Est-ce que c'est une conversation que vous avez ou pas du tout? C'est vraiment juste prix, retour sur investissement, expérience client? Il n'y a aucune interaction commerciale, aucune discussion de design, aucun engagement avec un client qui n'est pas caractérisé par une volonté forte de réduire l'empreinte écologique. C'était pas le cas il y a 1 an. C'était encore moins le cas il y a 3 ans. Et c'était non existant il y a 7 ans quand on a commencé le programme de développement. Mais malheureusement, l'empreinte écologique et le climat est devenu très pertinent pour nous tous en tant qu'êtres humains au cours spécifiquement les 3 dernières années. Puis au-delà des évidences ESG que toutes ces grandes entreprises-là ont, environnement, environmental, social and governance, en tant qu'être humain, on est tous touchés par le climat depuis quelques années, hein. Je manque des meetings en Europe parce que je peux pas décoller, parce que les feux de forêt ne me permettent pas. Je manque un avion. Ça devient réel dans la conversation. Je parle avec une des plus grandes sociétés françaises, puis on parle du fait qu'il n'y a pas d'eau dans 700 villages au cœur de la France. On peut continuer. Il n'y a rien qui se discute sans l'empreinte environnementale aujourd'hui. Je suis contente d'entendre ça. Je m'inquiète de savoir est-ce qu'il est trop tard, mais bon, il faut garder l'espoir. Hein, l'humain, on est comme ça quand on est face devant l'eau du robinet qui coule noir, on se rend compte de l'importance de l'eau. Sinon, on vit comme si tout est beau dans le meilleur des mondes, ce qui est en partie vrai, mais je pense qu'on est de plus en plus confrontés là, aux impacts environnementaux, sociaux, puis ça arrive dans notre cours, puis soudainement, là, je suis contente d'entendre que depuis 1 an, ça fait partie là, inhérente de vos conversations. C'est encourageant. Il faut malheureusement ressentir cette anxiété climatique-là. C'est ce qui malheureusement mobilise l'être humain à agir. Puis il faut surtout pas l'ignorer. Puis il y a personne qui l'ignore aujourd'hui parce qu'elle est devenue tangible et réelle dans la vie du quotidien, qui est à la fois bien et malheureux parce qu'il a fallu se rendre là pour que ça soit une anxiété réelle. Mais moi, je demeure très confiant de notre capacité d'innover et de ralentir ou renverser cette tendance-là. Mais il est évident qu'on a passé un point de non-retour et que même renverser les grands mouvements climatiques qui sont en cours en ce moment va quand même probablement pendant des décennies causer des défis, là. On peut peut-être arrêter d'empirer la situation, mais je pense pas qu'on peut éviter beaucoup de défis pour les plusieurs décennies à venir. Mais je pense que la technologie peut, entre autres, être au service de ce changement-là, en fait, de la solution. Parle-nous justement de quelques-uns de vos projets sur lesquels E2IP travaille aujourd'hui. La plateforme Smart
Structural Surfaces, qui est la plateforme d'intégration des circuits fonctionnels à l'intérieur de la matière structurelle. C'est ce qu'on fait, c'est notre propriété intellectuelle, est aujourd'hui porteuse de la capacité de toucher une surface pour que un contrôle soit effectué. Cette technologie-là est porteuse d'intégrer de la lumière à l'intérieur de la surface pour guider l'interaction. Mais cette plateforme-là est capable de supporter l'intégration de beaucoup d'autres types de circuits fonctionnels. On peut imprimer des circuits chauffants et on peut imprimer des circuits chauffants sur le gyproc et transformer le gyproc en une surface chauffante qui est structurelle et qui est maintenant porteuse d'une capacité de libérer de l'énergie à une consommation d'énergie plus faible et d'une façon plus écologique, puisqu'on imprime avec une encre conductrice lors du processus d'assemblage du panneau de gyproc. On peut aussi transformer une structure intelligente, une surface intelligente, en un récupérateur d'énergie. Donc, intégrer des surfaces photovoltaïques organiques, donc des panneaux solaires imprimés, dans la surface structurelle, pour permettre à la surface de devenir une surface qui prend l'énergie, qui retient l'énergie. On peut même imprimer une batterie et la rendre rechargeable, et c'est complètement à sec, sans aucun liquide. Donc, une batterie imprimée rechargeable. Il y a des fonctions de télécommunication qui peuvent être imprimées, des antennes, des bloqueurs, D'ailleurs, on a gagné le prix d'innovation mondiale au Consumer Electronics Show 2021 pour nos surfaces intelligentes 5G, qui permettent d'imprimer des patterns très spécifiques sur des petites feuilles très minces qu'on place sur l'extérieur, par exemple, d'un édifice. Et ces surfaces-là vont faire rebondir les ondes de télécommunications 5G pour permettre le déploiement de réseaux 5G beaucoup plus rapidement, avec une beaucoup plus grande qualité, avec beaucoup moins d'antennes. Et on pourrait un jour imaginer que la surface structurelle, c'est la vitre de l'édifice et qu'on est en train d'imprimer avec une encre transparente un pattern sur la vitre quand elle est fabriquée, ou même par le laveur de vitre qui lave la vitre et qui après ça qui prend un équipement qu'il tient dans sa main et qui la met sur la vitre et qui imprime un pattern. Et on transforme les surfaces en surfaces intelligentes pour supporter des réseaux de télécommunications beaucoup plus performants. Et ça continue. Donc, on est vraiment au cœur et c'est pour ça que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec sont des acteurs aussi importants dans la croissance de l'UIP. Parce que ce qu'on est en train de créer, c'est beaucoup plus qu'une entreprise. C'est un écosystème, une grappe industrielle qui est ici et qui veut devenir le centre d'excellence mondial en électronique imprimable et en intégration de ses fonctions à valeur ajoutée dans les surfaces structurelles. Donc, beaucoup de capacités ou d'opportunités d'innovation et de création de valeur pour, j'espère, des décennies. J'ai l'impression que ces circuits-là pourraient s'intégrer finalement un peu partout puis avoir différentes modalités puis différentes utilités. En tout cas, c'est fascinant. Je t'écoute parler puis je me dis, mon Dieu, on est-tu dans un épisode de Star Trek? Est-ce que vraiment, réellement, le laveur de vitre va mettre de l'encre imprimable, invisible dans nos vitres qui vont capter l'énergie? C'est comme, oh mon Dieu, c'est... Peut-être que ça arrivera jamais. Peut-être que ça sera pas faisable. Mais le concept pourrait, dans le fond, s'agir aux grandes entreprises de quels sont les besoins. Puis après ça, vous allez être là avec des solutions. Mais j'imagine, comme vous dites, tu sais, dans le fond, comme tu dis, il va falloir créer tout un réseau pour intégrer ça dans différentes industries, tu sais, que ce soit les frigos intelligents ou tu sais, les appareils électroménagers, tout ça. Juste ça, c'est une industrie. Il va falloir peut-être, tu sais, vous allez tout faire ces secteurs-là. Mais ce qui est fascinant, c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais ce qui est fascinant, c'est quand j'étais jeune, je lisais des bandes dessinées de Dick Tracy, qui était un personnage de bande dessinée avec un grand manteau jaune, qui était détective. Puis, il y avait une montre, puis il pouvait parler à travers sa montre, communiquer à travers sa montre.
Puis il y a pas longtemps, c'était inimaginable, là. Il y a certes, quoi? Non, non. Puis aujourd'hui, régulièrement, j'ai mes AirPods, puis ma montre, puis j'ai pas de téléphone, puis je réponds à mes appels sur la montre, puis je communique à travers ma montre, puis je fais des courriels ou des SMS à travers ma montre. Ça s'est pas fait, ça s'est pas fait en 2 ans, ça s'est fait en plusieurs années. Ça demande des écosystèmes complets d'innovation. C'est pas une compagnie qui peut être l'innovateur. Il faut créer des écosystèmes d'innovation. Puis c'est un des changements géopolitiques les plus importants. Il y a une immense partie de la chaîne d'innovation des compagnies nord-américaines qui est en Asie. Et il y a une immense activité de design et de développement d'ingénierie en copartenariat qui s'est fait depuis les 3 dernières décennies avec des compagnies qui sont en Chine, qui sont à Taïwan. Et c'est pas juste la chaîne de fabrication, puis la chaîne d'exportation, puis la chaîne d'approvisionnement qui est agilisée par tous les changements géopolitiques. C'est aussi la chaîne d'innovation. Donc, il faut bâtir des écosystèmes d'innovation chez nous, dans nos économies. Rapatrier un peu la chaîne d'approvisionnement, le savoir-faire pour créer notre écosystème. En agroalimentaire, c'est ce que j'ai compris, c'est que, bon, quand on est dans un monde global et qu'il n'y a pas de tension géopolitique et qu'il n'y a pas de changement climatique, ça fonctionne de nous importer du café de la Colombie et du sucre de la Colombie et de nous exporter les lentilles. Mais du moment qu'il y a des changements climatiques et du moment qu'il y a des tensions géopolitiques, bien là, tous les pays se referment et évidemment, on veut nourrir notre peuple. Mais là, les Colombiens vont pas juste boire du café avec du sucre, puis les Canadiens vont juste pas manger des lentilles. Donc, avec tous les changements, je pense qu'il y a une volonté des gouvernements de rapatrier ça, que ce soit dans l'industrie du vêtement ou dans l'agroalimentaire ou dans la technologie. Je pense que c'est important d'investir, là. Absolument. On le voit avec le blé en Ukraine et en Russie, évidemment, qui nous affecte directement. Les entreprises en Allemagne, au cours de l'année 2022, ont passé une énorme partie de leurs investissements en capital à changer leur infrastructure énergétique. On le voit absolument partout. Puis on le vit, premièrement, au niveau des besoins de survie essentiels, l'énergie, la nourriture, puis surtout après la pandémie, puis l'accès à la nourriture, puis la désagrégation de la chaîne de réapprovisionnement mondiale au niveau agroalimentaire. Mais il faut se réveiller au niveau de la technologie et de l'innovation technologique aussi. On le voit par les investissements massifs du gouvernement américain avec le leader mondial des fabrications des puces à Taïwan, TSMC, et avec Intel. Et c'est essentiel de continuer cet investissement-là. Moi, en tout cas, je suis fascinée par ce sujet-là. On pourrait se parler vraiment longtemps. Ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs canadiens qui nous écoutent. Quel serait ton conseil pour les aider à exporter? Innover. Un produit unique? Pas nécessairement absolument en technologie. C'est pas la seule piste d'innovation, puis c'est pas surtout pas la seule piste valable, mais il faut innover. C'est innover ou mourir. Aujourd'hui, une compagnie, la compétitivité est rendue tellement élevée que si on n'est pas en train de croître, on est soit en danger ou déjà en péril. C'est pas une position viable, le statu quo. À certains moments, pendant certaines périodes courtes, pour des fois des mois ou peut-être une année, consolidation, optimisation, etc., absolument. Mais il faut innover tout le temps, constamment, pour créer une valeur au minimum différenciée et préférablement unique. Et c'est sûr que on veut souvent faire ça par la technologie, mais il n'y a pas juste la technologie. On peut innover en structure d'approvisionnement, on peut innover en logistique, on peut innover de plusieurs différentes façons. Innover en technologie avec des brevets, c'est sûr que c'est attirant parce que ça crée des barrières à la compétitivité, mais c'est aussi très risqué et très long. Fait qu'il faut mesurer, innover. Puis si on va innover technologiquement, moi, j'ai beaucoup appris et apprécié la stratégie qu'on a mis en place ici chez E2IP, de commencer par être un partenaire
à nos clients avec les technologies traditionnelles, avec la fabrication traditionnelle, apprendre à connaître nos clients, apprendre à connaître comment ils pourraient bénéficier de nos innovations. Et même quand ils ne le savaient pas, ils étaient partenaires dans notre développement d'innovation parce qu'ils nous informaient quant à des contraintes. Travailler avec eux et comprendre quelles étaient leurs contraintes d'équipement, de capitalisation, de déploiement, d'intégration, etc. Ça nous a permis de façonner, de développer, de guider notre innovation d'une façon que on est confiant, mais on espère va faciliter la commercialisation beaucoup. Il faut innover en demandant à un client, c'est vraiment pas la bonne façon. Parce qu'on a tendance à se ramasser dans un carcan où on n'est pas en train de vraiment innover d'une façon différenciée, où on est en train de livrer une valeur ajoutée spécifique pour ce client-là, qui n'est pas nécessairement de valeur pour d'autres. Donc, mais innover sans le client, c'est extrêmement risqué. Donc, il faut comprendre le client, il faut comprendre quelle innovation pourrait être transformationnelle pour le client, le marché, etc. Il faut continuellement le valider, des fois sans jamais leur demander, je suis capable de voir, OK, oui, ça fonctionnerait là, ça fonctionnera pas là, OK, on va tourner un peu plus à gauche, moins de ça, plus de ci, mais il faut rester très près du marché, de l'opportunité du client, sans jamais leur demander est-ce qu'on fait la bonne chose. Intéressant. Je pense qu'en tout cas, l'innovation, c'est devenu tellement important, surtout suite à la pandémie. Je pense que ça va résonner aux oreilles de plusieurs entrepreneurs canadiens. Encore une fois, Éric, j'ai énormément appris. Je suis impressionnée par ton parcours, mais aussi celui de ton entreprise et de tout ce qui est devant vous. Ça me semble des opportunités infinies avec des applications infinies. En tout cas, je ne sais pas ce qui nous attend dans le monde de la technologie, mais je pense que E2IP va être là au rendez-vous pour innover et intégrer ces innovations-là là, pour le bonheur de nous, consommateurs au final, des clients, mais oui, des consommateurs. Fait que quand je vais prendre l'avion ou que je vais toucher mon frigo intelligent dans quelques années ou que je vais prendre mon automobile et que je vais bouger mon siège, sincèrement, je vais penser à tout, à la conversation qu'on a eue. Merci beaucoup. Puis on est tous très excités par l'opportunité qui est devant nous. Puis moi, notre équipe, ce qui nous valorise le plus, c'est que c'est pas mon entreprise, c'est pas notre entreprise à l'équipe exécutive, c'est l'entreprise du Québec et du Canada. Et c'est ce qu'on est en train de faire. C'est notre raison d'être, de créer cet écosystème-là pérenne à l'intérieur de nos sociétés qui va exister, croître et devenir beaucoup plus que ça va avoir été pendant que nous, on sera participants actifs de l'entreprise et qui va devenir un véhicule de création et d'innovation, on espère, pour les générations à venir. C'est vraiment notre raison d'être. Est-ce qu'on va réussir? On verra. Est-ce qu'on va réussir une innovation technologique qui va être adoptée? Oui. Est-ce que ça va devenir une plateforme qui va être porteuse de tout le potentiel qu'on croit qu'elle est capable d'amener? Est-ce que ça va devenir transformationnel au point où ça va vraiment devenir cet écosystème-là? Moi, je pense que oui. On pense que oui, puis c'est ce qu'on fait en équipe. C'est pour ça qu'on travaille avec Prima, le MEI, mais surtout, c'est pour ça qu'on a tout créé avec le CNRC et EDC. Et je terminerai en disant que E2IP a une croissance et un parcours vraiment hyper excitant de 2016 à 2023. Mais le moteur de la croissance et de l'opportunité globale de E2IP, c'est EDC. Et c'est le fait que DC est au cœur de qui on est, et c'est le réseau de DC qui est porteur d'une capacité de croître sur des marchés internationaux, dans des marchés internationaux, avec les partenaires internationaux qui font partie du réseau de DC. C'est ces relations-là que DC entretient avec ces immenses compagnies-là dans chacun de ces marchés-là, tant par leur financement, tant par leur support, tant par leur appel à ces compagnies-là, d'utiliser des compagnies canadiennes dans leur chaîne de rapprovisionnement. C'est vraiment le moteur de notre croissance. Félicitations pour votre ambition. Félicitations aussi de créer de la valeur, je dirais avec un grand V, la valeur pour tout le Québec puis pour tout le Canada. Je pense que vous êtes
Vous allez être peut-être pas connu des consommateurs, mais je pense que vous êtes reconnu à l'international pour votre excellence opérationnelle, votre capacité d'innovation et quelque chose qui est proche de mon cœur aussi, avec vos innovations, votre réduction de l'empreinte écologique là, de tous les marchés qu'on a ou de tous les secteurs qu'on a discutés. Je pense qu'on est rendu là en 2023. Donc, merci Éric d'avoir pris le temps aujourd'hui de discuter avec moi. Ce fut un réel plaisir. Mais tout plaisir est pour moi, puis merci de l'opportunité de partager le parcours incroyable de tous ces employés engagés qui croient à notre raison d'être et notre mission. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui sur le balado Impact de l'exportation. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, on aimerait que vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre plateforme de diffusion préférée. Je vous dis à la prochaine fois.